Bonjour à toutes et à toutes. J'espère que tout le monde va bien en cette période un peu déstabilisante, mais où il faut qu'on se serre un peu les coudes. Donc, bienvenue à cette formation Google Classroom. Je débuterai la formation par un petit sondage et on essaie de plus en plus quelques petits outils de Zoom. Et pour avoir une idée de vos compétences, vous devriez voir un petit sondage apparaître à l'écran. Et la question est simple, quel est votre niveau d'aisance avec Google Classroom? Donc, jamais utilisé, je débute, je l'utilise au quotidien, je suis expert. Et au consortium, présentement, on développe des offres de formation. Donc, ceux qui disent je l'utilise au quotidien, c'est certain que je dois tenir compte du fait du niveau débutant également, donc l'inscription des élèves et tout. Alors, je vous demanderai d'être indulgent. On est tous en période d'adaptation. Mais la semaine prochaine, on a eu une demande et on aura une formation Google Classroom intermédiaire avec le Franco-Sud. Nord-Ouest, Centre-Est, vous êtes invités également à vous joindre. Mais pour le Centre-Nord, le 14, il va y avoir une formation Google débutant d'offerte et une formation Google intermédiaire également. Donc, j'ai jusqu'à maintenant 16-20 réponses pour 32 participants. Mais Mon ça cher me donne... Laurent, Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. allez-y. Oui, vous savez, cette année, j'ai eu un problème avec Google Classroom. Mm-hmm. Vous êtes au courant parce que j'en ai parlé avec vous. Oui, J'ai déjà utilisé Google Classroom, mais cette année, non. Alors, est-ce que je vais mettre début ou juste utilise au quotidien? ça serait débutant si vous ne l'avez jamais utilisé, là. Ou, ben, Euh, Si, je l'ai déjà utilisé, mais pas cette année, je vais dire. oui, ben, moi, je marquerais je débute à ce moment-là. D'accord. Puis s'il y a des problèmes particuliers avec Google Classroom, parce que dans la formation, si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est très, très, très important, et je vais y revenir, de ne pas faire l'erreur de cliquer « Je suis élève ». OK. D'accord? Alors, Merci. je vais mettre fin au vote et je vous partage les résultats. Donc, normalement, vous devriez voir. C'est un niveau qui est davantage débutant. Donc, on a 24 participants. Alors, pour ceux qui sont plus avancés, comme je vous l'indique, il va y avoir des formations plus spécifiques sur des fonctions plus avancées de Classroom. La première chose que je dois vous dire sur Google Classroom, c'est bien sûr que, et là, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, un petit moment, c'est bien sûr que Google Classroom, on doit s'y connecter avec le nom de domaine du conseil scolaire. Et c'est assez limité à ce niveau-là, dans le sens où il y a des gens qui sont dans Franco-Sud, Centre-Nord, Centre-Est et Nord-Ouest. Le partage entre les noms de domaine est très, très, très difficile. Et pour la formation d'aujourd'hui, j'avais majoritairement des gens du Centre-Nord. Ce n'est pas une grosse majorité, mais c'est la raison pour laquelle je vais utiliser le courriel du Centre-Nord. Je vais repartager mon écran à nouveau. Cette fois-ci, avec c'est celui que Rock avait créé. Comme vous pouvez voir, c'est Trifon Tournesol. Donc, la première fois qu'on se joint à Google Classroom, il y a un message « Je suis élève, je suis enseignant ». Si vous cliquez par erreur « Je suis élève », vous devez contacter le conseil scolaire puisque vous n'avez plus la possibilité de créer des cours. Vous n'avez que la possibilité de joindre des cours. Donc, c'est une erreur qui arrive à l'occasion. Pour joindre Classroom, il y a plusieurs moyens. On peut utiliser, bien sûr, ici, la liste des applications, ce qui ressemble à un petit clavier téléphonique, et cliquer sur Google Classroom. Présentement, vous voyez, il n'y a aucun cours de créer. Comme je suis enseignant, si je clique sur le petit plus, j'ai l'occasion de rejoindre un cours, j'ai l'occasion de créer un cours. Quelques idées d'utilisation de Classroom. On peut créer des cours, bien sûr, pour ses élèves, mais on peut également se réseauter entre enseignants. On peut créer un Classroom des enseignants, par exemple, de deuxième année du conseil scolaire et partager des ressources à l'intérieur de ce Classroom-là. Je vais commencer par créer un cours. Et la raison pour laquelle j'ai mentionné dans le courriel, si c'est possible d'avoir deux appareils ou encore un appareil avec deux écrans, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de voir Zoom et d'être en mesure pour les gens du Centre-Nord de vous inscrire au cours que je vais créer. D'accord? Alors, je vais appeler le cours Formation Google.
La section, bon, ça pourrait être, par exemple, l'école, ça pourrait être... Donc, il y a différentes façons d'organiser votre cours. Formation Google, je vais l'appeler CSCN au niveau de la section. Et je pourrais m'arrêter là et créer mon cours. Donc, les autres détails, c'est vraiment une façon d'organiser le cours. Ça se peut qu'au niveau des conseils scolaires, vous ayez des normes d'organisation des cours. C'est important de s'en informer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre conversation. Roch est là pour m'aider à vous appuyer. J'ai créé mon cours. Maintenant, si on regarde l'aperçu général, on a ici en haut 4 boutons. Ces 4 boutons-là, ce sont les fonctionnalités de Classroom, les principales. Vous avez le flux. Le flux, c'est un peu comme un réseau social, un peu comme Facebook. Et on peut configurer Classroom pour que l'élève puisse contribuer au flux ou non. D'accord? On va avoir une vue d'ensemble plutôt de l'interface de Google Classroom. La première des choses, vous avez un code ici de cours. Et vous avez à côté une petite boîte qui permet de l'agrandir. Les gens du Centre-Nord, je vous invite à joindre Classroom, ensuite à cliquer sur le plus pour rejoindre un cours et marquer ce code-là. Normalement, Centre-Nord, vous devriez être en mesure de joindre mon cours. Franco-Sud, Nord-Ouest, Centre-Est, vous ne seriez pas capable de joindre le cours. Pour qu'on puisse joindre le nom de domaine, il faudrait que tous les conseils scolaires permettent les noms de domaine des autres conseils scolaires. Alors, est-ce que vous avez réussi à joindre le cours, les gens du Centre-Nord? Pas encore. On prend notre temps. C'est le temps d'une petite gorgée de café. Où je dois aller déjà rentrer le code? Donc, si je reviens ici, je m'en vais dans Classroom et je clique sur le petit plus, rejoindre un cours, et c'est là que vous allez marquer le code VCHMPCO. Excuse-moi, j'ai pas vu le petit plus dans Google Classroom. OK, ce ne sera pas long. Il est juste ici. Où ça? À droite. Oui, mais c'est qu'on n'a pas accès à l'écran maintenant, Eric. Vous ne voyez pas l'écran? Si je vois l'écran, mais c'est... Ah, ici, plus. OK. C'est ton écran qui s'affiche. Rejoindre un cours. Okay. Ah oui, non, c'est parce que vous avez effectivement dans Zoom, c'est pour ça que c'est toujours mieux d'utiliser 2 appareils. Là, je comprends ce que vous voulez dire. Fait qu'il il faudrait quitter le mode plein écran dans Zoom. Ça, c'est en haut à droite. En haut. Pour pouvoir ensuite ouvrir Google Chrome et aller sur Classroom. OK. C'est pour ça que je propose toujours 2 appareils. Parce qu'il y en a un qui permet de suivre Zoom, l'autre permet de suivre la formation. Là, je ne peux pas. OK, je ne peux pas alors. Et c'est pas plus grave que ça, sinon parce que ça va être enregistré. Donc, vous allez avoir l'occasion après. C'est juste que je voudrais que quelques personnes puissent jouer le rôle d'élève. D'accord? OK, j'aurais aimé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à s'inscrire? On va aller voir. Je vais fermer mon code, puis je vais aller dans les personnes. Oui, regardez. Alors, ça, c'est les gens qui ont réussi à s'inscrire. Excellent. Vous voyez, et il faut absolument que j'ouvre une parenthèse ici. C'est le conseil scolaire. Chacun des conseils décide de ce qu'il ouvre, ou de ce qu'il permet ou de ce qu'il ne permet pas. Comme vous avez, par exemple, ici, invité des tuteurs légaux. Ça veut dire que le Centre-Nord le permet. Mais j'ai vu des conseils où cette fonction-là n'était pas en fonction. D'accord? Donc, on pourrait, si on avait les courriels des parents de chacun de nos élèves, les inviter. Maintenant, maternelle à 3e année, c'est très, très rare que les enseignants utilisaient Google Classroom. Oui. Mais de plus en plus, le besoin se fait sentir parce que Classroom peut être un bon outil de suivi. Maternelle à 3e année, c'est sûr que c'est davantage les parents qui vont accéder à Classroom avec le compte courriel de leur enfant. Par contre, on ne pourra pas s'inscrire dans votre Classroom avec un Gmail.
c'est possible de le faire, mais dans les 4 conseils, à ma connaissance, jusqu'à maintenant, ça prend vraiment un compte courriel du conseil scolaire. Alors, maternelle à 3e année, une petite piste, là, c'est vraiment de contacter les parents, de donner le courriel et le mot de passe aux parents pour que le parent puisse faire le suivi avec l'enfant. On voit donc les gens. Je pourrais ajouter manuellement quelqu'un également, mais la façon la plus simple, c'est vraiment avec le code. Donc, vous donnez le code de cours. Vous pouvez créer, il y a plein de petits tutoriels sur comment inscrire dans Google. Vous pouvez envoyer le lien vers ce webinaire-là au besoin, mais vous pouvez envoyer le code de cours aux parents, leur indiquer « Rentrez », rentrer dans Chrome avec le courriel de l'enfant, ouvrir Classroom, cliquer sur le plus, rentrer le code du cours et normalement, ils vont être inscrits. Ça va pour tout le monde? Roch, tu me dis au courant pour la fenêtre conversation? À l'intérieur du flux, c'est là, ici, qu'on peut partager des informations avec nos élèves. Je vais écrire un message. Bienvenue aux participants. Et j'ai quelques options. D'abord, à qui j'envoie? Donc, si vous faites un suivi personnalisé, il est possible d'envoyer des éléments à un ou quelques élèves. Par défaut, c'est tous les élèves de la classe. Ensuite, j'ai l'option d'ajouter un Google Drive, un lien, un fichier ou YouTube, intégration YouTube. Vous pouvez envoyer un PDF, par exemple. Beaucoup d'enseignants maternels font de la lecture. Je vous rappelle, faites attention aux droits d'auteur. D'accord? Il y a essayé de trouver des livres qui sont libres de droit. Mais sinon, vous pouvez créer une petite vidéo ou insérer une vidéo dans laquelle il y aurait une lecture d'un livre. Lorsque votre message est complété, vous avez ici l'option de le publier. Mais si vous cliquez sur la flèche à gauche, vous pouvez également le programmer. Et lorsque j'enseignais, personnellement, c'est une question d'habitude de travail, mais j'aimais programmer ma semaine et je le faisais souvent le dimanche. Et à ce moment-là, je programme. C'est ce qu'on peut faire avec Classroom. On peut programmer des publications au quotidien. Le dimanche, on pourrait programmer une publication avec une vidéo dans laquelle on s'est enregistré, qu'on a mis dans YouTube. Bonne semaine, les élèves. On ne lâche pas. D'accord? Si je le programme, je vais lui donner la date et l'heure. Aussi simple que ça. L'autre fonction, c'est tout simplement d'enregistrer le brouillon. Je suis en train de créer un travail. Oups, je suis dérangé. J'enregistre le brouillon et je peux y revenir. Je peux poser une question à ce niveau-là? Oui. Est-ce qu'il est possible de programmer plusieurs cours, ou bien tous les cours de la semaine en une fois, ou il faut le faire cours par cours? Je déconseillerais d'organiser l'ensemble de la semaine. D'accord? Okay. Parce que ça deviendrait assez difficile à gérer si on oublie, je voulais changer telle chose, mais finalement, c'est publié alors qu'on ne voulait pas. Donc, je conseille, on peut le faire un peu d'avance, mais pas une semaine au complet. Classroom n'est pas un outil de planification ou encore, excusez l'expression en anglais, Learning Management System. C'est davantage un outil de suivi au quotidien. OK. Deuxième question. Oui. Alors, si je n'enregistre pas mon travail en tant que brouillon, est-ce qu'il y a des risques que je le perde? C'est certain que si vous avez une panne, l'ordinateur s'éteint et tout ça, oui. Il se paye. Oui. Okay. D'accord, merci. Ça va. Alors, à la fin, tout ce que j'ai à faire, dans mon cas, je vais le publier. Et normalement, tous les participants qui sont inscrits, les personnes inscrites ici, devraient y avoir accès. Ça va pour tout le monde? Vous pouvez bien sûr sélectionner, changer le thème, importer la photo. Donc, vous pouvez personnaliser la bannière ici. Vous avez quand même quelques thèmes. Je pense qu'on est un peu plus dans l'urgence par contre. La version de base fait très bien le travail. Vous avez également ici les paramètres. Les paramètres du cours, c'est la petite roue dentée que vous avez ici. Dans les paramètres, vous pouvez changer le titre. Vous pouvez donner une description. Classe de M. Eric. C'est ici également que vous avez à voir le code du cours. C'est ici que vous mentionnez
si les élèves peuvent publier dans le flux ou si les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires ou, pardon, si seulement les enseignants peuvent publier. Donc, ça, c'est votre décision à vous. Parce qu'on peut commenter le flux également. Est-ce que vous voulez voir les éléments que vous avez supprimés ou non? Si vous descendez, vous allez avoir les notes. Je ne reviendrai pas sur les notes tout de suite. Ça va être davantage dans la formation Moodle intermédiaire. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs au niveau... pardon, j'avais oublié d'enregistrer ici. Et je reviens donc à l'interface de base. Les notes, comme j'ai mentionné, formation intermédiaire, on va aller maintenant dans travaux et devoirs. Dans travaux et devoirs, oui. J'ai une question par rapport au flux. Oui. Parce que vous savez, entre nous, là, dans notre personnel, il y a eu plusieurs élèves ajouter des commentaires au flux, puis là, les élèves deviennent bombardés par des courriels. C'est où est-ce qu'on corrige ça pour qu'ils ne reçoivent pas les courriels des autres? Dans le fond, c'est qu'il faut, à ce moment-là, la roue dentée, il faut sélectionner seuls les enseignants peuvent publier. OK. Mais on pourrait également, ça dépend du niveau de maturité des élèves également. Ça, c'est la dernière option. Mais sinon, on peut permettre aux élèves de commenter une publication. Donc, c'est l'enseignant qui publie. Les élèves peuvent commenter. Mais ils ne publieront pas directement dans le flux. Est-ce que ça va? OK. Alors, ils ne recevront pas les avertissements des autres qui ont publié quelque chose. Je ne pense pas qu'ils reçoivent une notification par courriel lorsqu'ils commentent un post. Okay. Mais normalement, il y a une notification par courriel, au courriel Gmail, ici, lorsqu'ils publient des posts. OK. Oui. Merci. Bien, ça fait plaisir. Parfait. Ici, dans Travaux et devoirs, ce qui est important, c'est que lorsqu'on crée un cours dans Google Classroom, automatiquement, dans notre Drive, dans notre Google Drive, il y a un dossier qui se crée. Le dossier Classroom, dans lequel un sous-dossier va être créé pour chacun des cours. Donc, si vous voulez accéder au dossier Drive associé au cours, ça se trouve ici. Présentement, il n'y a rien. Je n'ai pas fait aucun devoir, aucun travaux, rien. D'accord? Ça a ouvert un nouvel onglet. Je reviens à mon cours ici. Et ensuite, on a un agenda Google qui est créé. Lorsqu'on va voir comment créer un petit quiz, d'accord? Et lorsque l'agenda est créé, si on crée un quiz et qu'on donne une échéance, il y a une note qui va se faire immédiatement là. C'est dans cet agenda-là également qu'on pourrait créer une salle Google Meet pour rencontrer nos élèves. D'accord? Concentrons-nous maintenant sur la création d'un travail. Auparavant, Google, comme tous les outils Google, Classroom est en évolution constante. Auparavant, ce que les enseignants faisaient très souvent, c'est qu'ils créaient un questionnaire dans Google Formulaire et ils envoyaient le lien dans le flux Classroom. C'est une fonction qui a été rajoutée, c'est qu'on peut maintenant créer, et directement dans Google Classroom, on peut créer un devoir, on peut créer un questionnaire, on peut créer une question, tout simplement, qui va apparaître. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, par exemple? Hein, la différence d'un quiz, c'est une seule question. Documentation, je ne l'aborderai pas ici. Et on pourrait réutiliser un post, une publication précédente. On pourrait tout simplement créer quelque chose. Donc, il y a des enseignants qui créent déjà leurs posts et qui les réutilisent d'un cours à l'autre. C'est possible. Les thèmes, c'est assez vaste. Les thèmes, si j'enseigne par exemple en maternelle, je pourrais créer le thème mathématiques. C'est uniquement une question d'organisation. J'ai ajouté le thème mathématiques. D'accord? Et à l'intérieur du thème mathématiques, là, je peux aller créer un questionnaire. J'ai la vue de mes thèmes et je pourrais créer d'ailleurs d'autres thèmes. Je vais créer le thème études sociales et je vais créer mon formulaire en lien avec les études sociales.
Eric, je peux te poser une question, s'il vous plaît? Oui. Alors, moi, j'ai de la difficulté quand je crée un thème et un dossier, comment j'arrive à mettre des documents dans le dossier qui est vide? Là, ce que vous avez montré il y a une minute? Oui. Parce que mes devoirs que je crée, ils apparaissent, puis ensuite, je vais les mettre comme module 1 en mathématiques, par exemple. Je veux que tous mes devoirs soient récupérés dans module 1 ou 2, mais ensuite, ça ne paraît pas dans le flux du cours. Parce que, alors, c'est quoi? J'aimerais pouvoir mettre les documents dans mon thème. Dans le thème. Oui. Je vais commencer par créer l'étude sociale, le quiz, puis je vais essayer de revenir là-dessus. Sinon, envoyez-moi un courriel, puis c'est un peu plus personnalisé, là. Okay. Et on se fera peut-être un petit webinaire sous thème, sous dossier de thème. Parfait. OK, alors une fois que j'ai créé mon thème, dans le fond, je peux aller créer mon quiz. Et le questionnaire se crée maintenant directement à l'intérieur de Classroom. On a toujours l'option également de le créer à l'intérieur du Drive, de faire un lien, mais c'est beaucoup plus rapide maintenant à l'intérieur de Classroom. Et là, c'est le devoir que j'ai créé, je pense. Oui, blank quiz, OK, c'est correct. Alors, je lui donne un titre. Je vais l'appeler quiz 1. Je vais donner les instructions à l'élève. Je pourrais toujours ajouter encore un lien vers Google Drive, un lien vers un lien web, un fichier PDF par exemple, ou YouTube. Faites attention aux fichiers Word. Si vous pouvez, convertissez-les en Google Documents, parce que ce n'est pas tous les élèves nécessairement à la maison qui ont Microsoft Word. Hein. Ce n'est pas gratuit. D'accord? Mode verrouillé sur des Chromebooks, vous n'aurez pas à vous en servir, mais c'est bien. Ça veut dire que lorsqu'il ouvre le quiz, il ne peut pas ouvrir une autre fenêtre ou un autre onglet à l'intérieur de Chrome. D'accord? C'est pratique dans une évaluation sommative. Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Et je vais cliquer sur le blank quiz. Je vais créer vraiment un petit quiz rapide. Quiz 1. Quiz 1. Je peux décrire le quiz avec, par exemple, bon, soit le RAS, admettons. Question 1. Question 1, une question en études sociales. Une question très, très, très simple. Dans quel continent se trouve la Corée du Nord? L'Asie, Europe, Océanie. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les formulaires? S'il vous plaît, dans la fenêtre conversation, Rock, peux-tu juste me confirmer ce que tu reçois comme réponse dans la fenêtre conversation? Non, c'est beau, je suis en train de la suivre. OK, merci. Parce que je veux voir le temps qu'il faut que je passe à l'intérieur du formulaire. Parfait, les gens semblent très à l'aise. Bien sûr, je vais aller chercher le corrigé et je vais indiquer la bonne réponse avec le nombre de points associés. Maintenant, bon, on peut ajouter un commentaire à la question. C'est le commentaire qui va apparaître lorsque le corrigé va arriver. Ce qui est très, très important, c'est de remplir l'obligatoire, de la rendre obligatoire. L'élève ne peut pas remettre le formulaire tant aussi longtemps qu'il n'a pas répondu à cette question-là. Vous avez d'autres fonctions plus avancées. Je ne reviendrai pas tout de suite, ce ne sera pas dans cette formation-là, mais je voudrais simplement mentionner que dans la classe inversée, très souvent,
niveau pédagogique, on va utiliser le formulaire dans la classe inversée. Et j'ai animé donc les pratiques gagnantes en formation à distance. Je vous encourage fortement, et là, ça dépend du niveau dans lequel vous enseignez, bien sûr. Mais je vous encourage fortement à alimenter les élèves avec du contenu vidéo, des courtes capsules. Le principe de la classe inversée, c'est que tout ce qui est notion de base peut se faire sans la présence de l'enseignant. Ça respecte la différenciation. L'élève peut réécouter plusieurs fois la capsule et en même temps, les parents souvent sont avec l'enfant et peuvent, eux autres aussi, compléter la compréhension de l'enfant. D'accord? Alors, c'est souvent utilisé. Et la stratégie que je vous propose, c'est tout simplement d'utiliser directement une recherche dans YouTube. Une bonne ressource à l'intérieur de YouTube, c'est Alloprof. Normalement, Alloprof, il devrait y avoir un canal. Alloprof. Juste ici, on peut s'abonner. Ou on peut faire une recherche par exemple, si c'est en mathématiques, une notion quelconque en mathématiques. D'accord? Une fois qu'on a trouvé la bonne vidéo, j'ai été sur Alloprof, c'est un site sérieux, j'ai une capsule, je prends une vidéo vraiment au hasard. Bien, pour insérer une vidéo, je vais cliquer ici sur « Ajouter une vidéo ». Vous avez un outil de recherche, mais cet outil de recherche-là n'est pas très, très performant. Personnellement, j'aime beaucoup mieux fonctionner par URL. Je vais aller le copier et je retourne dans mon quiz, URL, et je vais le coller. Ma vidéo apparaît à l'intérieur, mais ma vidéo est en bas. Je vais donc aller ici sur les 6 petits points là pour glisser tout simplement en haut. Non, c'est lui d'en haut que je vais amener en bas. Voilà. Je peux maintenant cliquer sur la vidéo pour l'agrandir. Et je pourrais aussi cliquer à l'extérieur. Vous voyez ici une autre option, les 3 petits points. Je vais la centrer. Ça, c'est mon petit côté perfectionniste. Donc, j'ai créé un quiz à l'intérieur et je pourrais collecter les adresses courriels des élèves automatiquement. Je pourrais également envoyer une copie des réponses à l'élève. Toujours. L'élève va recevoir une copie par courriel ou l'élève va recevoir une copie s'il le demande par courriel. Je peux poser une question à ce niveau-là, Eric? Oui. Cette option d'envoyer un courriel aux élèves, je la prends où? C'est dans paramètres de classe? Oui, c'est la petite roue dentée ici. C'est? La petite roue dentée dans paramètres, général. OK, général. D'accord, merci. Ça va pour tout le monde? J'ai une question, Eric. Oui. Est-ce que il y a vraiment pas façon de contrôler si l'élève s'en va sur le web pour trouver les réponses? Non. Non, hein? C'est pas comme... dans la situation actuelle. Non. C'est que vraiment... Pas à ma connaissance. Pratique. Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment de la pratique. Et c'est pour ça qu'on leur envoie les réponses. C'est vraiment au niveau d'une pratique. Absolument. Il y a beaucoup de préoccupations justement au niveau de l'évaluation formative, sommative. Oui. Je pense qu'il y a des précisions. Plus l'année va se dérouler, plus il y aura des précisions de données par les conseils scolaires à ce niveau-là. Merci. Ça fait plaisir. J'ai une question. Oui. Eric, je vais poser une question sur le flux. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que par défaut, c'est tous les élèves sont là, la liste de tous les élèves. Oui. Si je veux, par exemple, juste envoyer un groupe d'élèves, est-ce que je sélectionne? Comment je peux faire? Je vais y revenir. Je vais y revenir au niveau du flux. Je vais vous le remontrer dès que je reviens dans le flux. D'accord? Merci. Oui. Même chose ici au niveau du devoir. J'ai, en fait, du quiz, j'ai une possibilité de mettre une date limite. Donc, je vais dire à l'élève,
il faut que tu l'aies complété d'ici à vendredi. Et on peut rajouter 1 heure, mais c'est facultatif. D'accord? La date limite, c'est le 10 avril. Je peux décider du nombre de points. Je peux décider également qui va recevoir, quels élèves vont recevoir le travail. Par défaut, c'est tous les élèves. Je peux ici lui donner le thème études sociales que j'avais créé. Et je pourrais insérer une grille d'évaluation, ce que je ne ferai pas ici. Et il me reste uniquement à publier le devoir. Et où est rendu ce devoir-là? Ben, il est rendu dans mon dossier Drive associé au cours. Il est ici, le quiz 1. Si je retourne maintenant dans mon flux, vous voyez que j'ai publié un nouveau devoir quiz 1. Et si je clique sur mon devoir, là, j'ai la possibilité de voir qui l'a reçu et le devoir est attribué. Est-ce que quelqu'un pourrait tenter de faire le devoir? Le petit quiz, quelqu'un du Centre-Nord, bien sûr, qui est inscrit. Devoir attribué, parce que normalement, on est... Oui. Éric, il y a une question de Stéphanie. Elle dit, j'ai besoin de savoir s'il y a une façon de voir le travail que chaque élève fait au quotidien, le temps qu'il passe à tous les jours, les vidéos visionnées. Pas à ma connaissance, dans Google Classroom, c'est une fonction qui existe dans les Learning Management Systems comme Moodle. Dans Moodle, on est capable de savoir exactement quand l'élève s'est connecté, la durée, le nombre de clics qu'il a fait, mais à ma connaissance, dans Google Classroom, c'est pas une possibilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus avancé dans Google qui pourrait confirmer ce que je dis? Parce que ce qui est difficile comme consultant, hein, c'est que je n'ai pas de groupe d'élèves. Donc, moi, j'expérimente souvent avec un élève. J'écoute aussi beaucoup de vidéos. Mais ou est-ce que quelqu'un veut partager une stratégie qu'il ou qu'elle a pour essayer de voir le temps que les élèves mettent au travail? De ton côté, Roch? Non, je ne suis pas au courant mais je ne suis pas au courant. OK. Vous voyez quand même que présentement, les travaux sont remis. Comme je vous ai mentionné, on n'ira pas tout de suite sur l'aspect note, là, la note qu'on peut donner à l'élève. Ça, c'est dans la formation intermédiaire. On peut revenir sur les instructions données à l'élève et je peux revenir ici dans mon cours en cliquant sur Formation Google. Donc, ça, c'est les fonctionnalités de flux. Est-ce qu'il y a des questions? On a vu le quiz, on a vu le flux jusqu'à maintenant. C'est vrai, je vais revenir sur la question du flux pour lorsqu'on crée donc un message, par exemple, « Allô », c'est ici que je vais décider. Je vais décocher tous les élèves et là, cette fois-ci, ça va être Kathleen et Jean qui vont recevoir mon « Allô » et je vais le publier. Un commentaire, hein? Oui, il y a bien des avantages avec Moodle. Pour les plus petits, on peut voir comme... Oui, effectivement. Moodle et Google sont complémentaires. Donc, c'est une question de choix de l'outil. Il y a une fonctionnalité que je ne voulais pas, mais absolument pas oublier. C'est que cette fois-ci, toujours en études sociales, je vais aller créer un devoir. Si vous avez à faire rédiger les élèves, et ça, c'est important. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'élève reçoive une copie d'un document sur lequel on garde le contrôle? C'est ça le plus important. Parce que n'oubliez pas que si vous demandez à l'élève, puis on parle d'une question générale, une composition qu'un élève aurait à faire en études sociales, si vous lui demandez de créer un document et de vous le partager, vous n'en avez pas le contrôle. Maintenant, mon devoir, je vais l'appeler rédaction ES pour rédaction en études sociales. ES. Rédige un texte sur blablabla. Je vais mettre 3 petits points. On a la possibilité, comme vous le savez, je le répète encore, de rajouter un lien qu'on a sur Google Drive, un lien web, un fichier.
mais on peut également créer un document. Ce document-là, je vais lui redonner le même nom. Rédaction ES. Je pourrais écrire ici la consigne, blablabla. Ça va. Mon document est créé. Je pourrais le partager aux élèves, mais c'est une erreur que certains enseignants font parfois. Si je le partage à mes élèves en lecture et écriture, tous mes élèves vont pouvoir le modifier. Il y a des enseignants qui font ça. Je le partage avec mes élèves. Je leur demande de s'en créer une copie. Il peut y avoir un danger. Mais une fois que mon document est créé, qui s'appelle rédaction ES, une fois qu'il est créé, ici, j'ai l'option de consulter. Les élèves peuvent consulter, lecture seulement, peuvent modifier. Je vous le déconseille fortement, ils vont tous travailler sur le même document. Ou encore faire une copie par élève. Faire une copie va automatiquement créer une copie pour chaque élève. Et l'élève va remplir son document. Faire une copie par élève, je vais l'essayer. Pour ceux qui sont inscrits dans mon cours, normalement, vous allez avoir la possibilité de créer une copie quand vous allez cliquer sur le devoir. Encore là, je peux le partager à tous les élèves ou à certains élèves. Piste d'utilisation pédagogique, par exemple. Vous voulez que vos élèves travaillent en équipe. C'est important que l'élève ne soit pas que consommateur. Je suis parfaitement conscient que maternelle à 3e année, ça pose plus de problèmes. Mais on peut toujours créer des équipes et demander aux élèves de collaborer ensemble de façon synchrone ou asynchrone. Donc là, je pourrais créer un travail, en fait, un Google Doc que je partagerais à Denis, Elisabeth et Jean. C'est une équipe de 4. Alors là, ce ne serait pas tous les élèves. Ça serait ces 4-là qui vont collaborer sur un même document. Alors, c'est dans le domaine du possible. D'accord? Ça, c'est au niveau pédagogique. Publier le devoir. Encore là, j'ai l'option, comme vous le savez, de le programmer. Maintenant, dans le flux, j'ai le devoir. La façon dont ça fonctionne, c'est que l'élève et ceux qui sont inscrits, je vous encourage à le faire, lorsque l'élève va cliquer, il y a un Google Doc qui va être créé, mais pour eux, et ce ne sera pas partagé qui va être marqué en haut à droite. Je ne me souviens pas du terme, mais c'est quelque chose comme remettre le travail. Lorsqu'il remet le travail, le document redevient sous le contrôle de l'enseignant. Donc, c'est quelque chose, c'est une très, très, très bonne habitude à prendre. Au niveau des travaux et devoirs, on peut bien sûr utiliser également la question. Comment te sens-tu aujourd'hui? On essaie de... Je mets cette question-là, mais on essaie de faire attention aux questions personnelles dans le flux, bien sûr. Comment te sens-tu aujourd'hui? Et c'est une réponse courte, mais je pourrais faire également un choix multiple. Ça pourrait mieux aller. Bien. Et un dernier en pleine forme. Encore là, je pourrais ajouter, vous savez, un des éléments ou créer la question. Créer, pardon, un Google Doc, un slide, Google Présentation, feuille de calcul. Je peux partager ma question et ma question va apparaître ici dans le flux. Comment te sens-tu aujourd'hui? Et je verrai les différentes réponses sur les 10 élèves de ma classe. Maintenant, pour faciliter
surtout si vous avez plusieurs classes. Pour les enseignants qui enseignent plusieurs matières, vous avez le choix. Il y a des enseignants, même de maternelle, qui préfèrent avoir une classe par matière. D'autres préfèrent avoir une seule classe dans laquelle ils vont placer tous les travaux. Pour faciliter l'utilisation de Google Classroom, il y a une extension qui existe. À l'intérieur de Chrome, vous avez donc les extensions qui se situent ici. Pendant que j'y suis, cette première extension-là, c'est une extension gagnante. C'est OneTab, c'est gratuit. Vous voyez le nombre d'onglets qu'on a d'ouverts dans une journée, c'est incroyable. OneTab, vous voyez mon écran ici? Avec ma diapositive des Premières Nations, oui? OK. OneTab, j'ai plusieurs extensions ici. Regardez ce que ça fait. Je clique, tous mes onglets disparaissent, mais restent en mémoire. Alors, tout ce que je peux faire, c'est, par la suite, tiens, je vais ouvrir l'hommage intro. Ça permet de garder en mémoire, si on a à redémarrer l'ordinateur, tous les onglets qui sont ouverts. Alors, ça, c'est une extension gagnante. Je vous montre également la deuxième ici. Je ne sais pas si elle est installée par défaut. Je crois que oui au centre nord. C'est AdBlock pour YouTube pour enlever les annonces dans YouTube. Eric. Oui. J'ai une question, puis ça fait deux personnes qui la posent. Vas-y, mon ami. Si tu crées un devoir dans Google Classroom, j'imagine que l'élève peut répondre avec un attachement, si tu le permets. Bonne question. Bonne question. Parce que là, si quelqu'un voulait, parce que Nicole, puis il y a quelqu'un d'autre aussi qui mentionne, s'il voudrait prendre une photo de leur travail et l'envoyer. Ben, ils peuvent prendre une photo et coller la photo dans le document Google. Ça, c'est si on crée un document, par exemple. Ah, bon point. Ça pourrait être simplement... OK. Oui. Mais sinon, je vais... ça, c'est quelque chose que je n'ai pas essayé. Je vais l'essayer. Puis, il faut toujours que je prenne le rôle enseignant-élève. Puis, je répondrai... j'ai la liste des participants d'aujourd'hui. Donc, je vais répondre en envoyant un courriel à tout le monde. Est-ce que ça vous va? Mm-hmm. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Merci de votre indulgence. Donc, pour installer des extensions et applications, je vais aller ici dans « Applications ». Je vais ouvrir un nouvel onglet pour ça. Je vais aller ici dans « Applications » et c'est le Web Store. Je vous ai parlé de OneTab, O-N-E-T-A-B. OneTab, c'est lui ici. Je vous le conseille fortement. Si vous avez beaucoup d'onglets ouverts, vous allez l'aimer. C'est une extension qui existe également pour Firefox. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est chercher Classroom. Et j'ai l'extension ici partagée avec Classroom. Je vais l'ajouter à Chrome. Ajouter l'extension. Et l'extension maintenant apparaît ici en haut. Ça veut dire que en tout temps, je peux voir mes salles de classe. Je peux ouvrir Classroom. Ça permet d'y aller très, très, très rapidement. Je peux cliquer sur ma classe. Et je peux partager un URL aux élèves, un site web. Je pourrais également poser une question directement dans mon extension, faire une annonce. Donc, vous voyez, ça améliore énormément le flux de travail. Et vous pouvez la faire installer par vos élèves. Ici, j'ai les documents envoyés aux élèves, les documents reçus des élèves. Éric, excusez d'interrompre, j'ai une question de Stéphanie. Oui. La question, c'est est-ce que c'est possible de mettre des images sur les thèmes pour que les enfants qui ne savent pas lire puissent se repérer facilement et gagner de l'autonomie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Par contre, dans un formulaire, normalement, on a la possibilité pour les enfants qui ne savent pas lire de mettre des petites images. Ça, dans un formulaire, Google peut le faire. Une question qui m'est posée maintenant, je fais comment pour supprimer un cours si j'ai fait une erreur? Je vais retourner dans mon cours. Si j'ai créé un cours, je veux m'organiser, je veux l'effacer.
Ici, les petites flèches, c'est là où on va voir les cours. Et à l'intérieur, si je clique sur mes cours, je vois l'ensemble de mes cours. Ici, j'ai la possibilité de voir l'agenda, un agenda commun à toutes mes classes. Vous le voyez ici, là, toutes mes classes. Ou encore, je peux aller chercher l'agenda d'une seule classe. Comme enseignant, pour s'organiser, c'est un outil qui est très, très, très pratique. Mais je reviens sur l'ensemble de mes cours. Je vois ici Formation Google. Ici, je vais voir tous les cours auxquels je suis enseignant ou encore inscrit, parce que je peux être inscrit comme élève dans une communauté de pratique. Vous avez les 3 petits points ici en haut de la formation. Lorsqu'un cours est terminé, on peut l'archiver. On peut également on peut dupliquer, modifier un cours, il va l'ouvrir, mais je peux l'archiver. L'archiver, c'est qu'il ne sera... Bon, vous savez c'est quoi l'archivage. L'archiver, c'est lorsqu'un cours est terminé, la plupart du temps. Et lorsqu'il est archivé, si je clique les 3 petits points, c'est là qu'on a l'option de le supprimer. Dans ce cas-ci, je vais le restaurer pour le ramener à l'intérieur de mes cours. Si j'entre à l'intérieur de mon cours, actuellement, il y a beaucoup de rencontres Google Meet. Hein? Est-ce que vous utilisez Google Meet pour faire des visioconférences avec vos élèves? Oui. 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 Alors, moi, je vous encourage à utiliser le calendrier de votre salle de classe dans Classroom pour contacter les élèves. Ça permet d'être mieux organisé que d'utiliser son propre calendrier. Là, ça devient vraiment beaucoup plus facile au niveau de l'organisation. Alors, c'est les grandes lignes de Google Classroom. Normalement, après cette formation-là, si vous ne l'aviez jamais utilisé, vous seriez capable d'inscrire vos élèves. Donc, je vous le rappelle, pour l'inscription des élèves, le code du cours se trouve en haut dans la bannière. C'est ce qu'on enverrait aux parents en disant « Demandez ou inscrivez vos enfants ». Ça, c'est pour les élèves plus jeunes. Sinon, ben, les élèves au secondaire sont parfaitement capables de s'inscrire eux-mêmes au cours. Et je voulais garder 2 minutes pour les questions. Et je laisse toujours 10 minutes à la fin de la formation parce que vous devriez avoir reçu un courriel avec l'évaluation. Et présentement, le consortium, on évalue vraiment toutes les rétroactions parce qu'on oriente nos offres de nos offres de formation vraiment en fonction de vos besoins. Donc, toute rétroaction dans l'évaluation, s'il vous plaît, tout ce qui est pertinent, là, ne vous gênez pas. Vous avez différents endroits pour mettre des notes. Et je vais prendre les questions et par la suite, ben, je vous demande, s'il vous plaît, vraiment de remplir le sondage immédiatement. Éric, j'ai une question. Oui. J'ai demandé à mes élèves d'écrire une dissertation. Ils ont accès, n'est-ce pas, à Google Docs? Oui. Ils prennent le Google Docs. Il y en a qui me demandent comment déposer dans Classroom le document. Est-ce que c'est pas juste afficher le devoir? En fait, ça reviendrait exactement au devoir que j'ai créé. Oui. Je vais y revenir rapidement, puis je vois une deuxième question écrite. Je vais y répondre également. OK. Donc, si je crée le devoir, je vais y aller rapidement, d'accord? Oui, oui. Je vais le créer. Oui. Ça va être un devoir. Mm-hmm. Le devoir, je vais l'appeler devoir. On va y aller vite. Oui. Même si j'ai fait une petite erreur. Là. Oui, Devoir, remplis-la. C'est ici qu'on va créer un Google Doc. OK. Et ça crée le Google Doc. Et mon intention, ça va être ensuite de le partager aux élèves. Ils vont faire une copie par élève. Donc, je garde le contrôle. Je vais l'appeler dissertation. Oui. Je pourrais marquer la consigne. Ça va? Oui. Maintenant, normalement, c'est enregistré. Je peux fermer mon Google. On voit qu'il est là. Même si marqué document sans titre, il y a un titre là. Et c'est ici que je vais marquer « Faire une copie par élève ». OK. Et si je le publie, lorsque l'élève va voir le devoir et qu'il va cliquer sur le Google Document, automatiquement, ça va créer un doc pour lui. Si j'ai 15 élèves, il va créer 15 Google Docs
mais Oui. qui vont m'appartenir. À la toute fin, lorsque l'élève va cliquer « Remettre le devoir », c'est là qu'on va avoir la possibilité de le voir et de le corriger. J'ai vu la question dans « Est-ce que les quiz peuvent être corrigés? » Oui. Il faut rendre la question obligatoire, puis cliquer sur « Correction » dans le quiz. OK? Maintenant, travaux et devoirs. Si je reviens Éric, dans... les élèves vont voir remettre le devoir. Oui, au lieu de partager dans le Google Doc, ça va être remettre le devoir ou quelque chose comme ça, ou remise du devoir. Tu sais, le bouton bleu, là, partager, dans le Google Doc, Oui. au lieu de partager, ça va être marqué quelque chose comme remettre le devoir. OK, parfait. Bien rendre. Rendre. Rendre le devoir. Merci beaucoup. Merci. L'autre question, c'est est-ce que les quiz peuvent être corrigés automatiquement? Donc, c'est ce que je viens de faire. Si oui, a-t-on un tableau de bord avec les résultats des élèves? Bien, le tableau de bord, c'est tout simplement en cliquant « Nous » sur le quiz. Dans le flux, on va tomber sur le tableau de bord. Je sais qui l'a remis. Et ici, je n'avais pas enregistré je n'avais pas la fonction de quiz automatique. Si je clique sur mon quiz, et là, je m'en occuperai plus tard. Pas le quiz, mais si on clique sur travaux et devoirs et qu'on va voir le formulaire, là, on serait capable d'aller voir les réponses et le résultat. Apara, ça, c'est une question que Roch serait plus en mesure de répondre que moi. Parce que ce n'est pas tous les conseils scolaires qui l'ont. Je pense que c'est juste le Centre-Nord. Alors, je l'ai déjà répondu. Ceux qui utilisent Apara, il n'y a pas de conflit là. Vous pouvez continuer à utiliser Apara. Ça a des fonctionnalités. En principe, Apara vous permet de voir tous les drives de vos élèves sans même vous loguer à autre chose. Alors, mais ça permet aussi de faire des copies d'un devoir que vous n'auriez pas besoin de faire si vous le faites dans Google Classroom. Tu pourrais le faire dans un ou l'autre. Mais pour visionner les documents des élèves, les Google Drive des élèves, ça marche toujours, disons. Parfait. Une autre question? Oui. Quand j'enseigne sur Classroom, je m'enregistre. J'enregistre les sessions. Parfois, j'ai de la difficulté. Premièrement, ça prend du temps avant que ça apparaît dans mon Google Drive. Mais comment transférer de Google Drive à Classroom? OK. Là, ce qui a été dit, c'est enregistrer les sessions Google Classroom. C'est plus enregistrer les Google Meet, c'est bien ça? Oui, exactement. Oui, Google Meet, oui. En fait, une fois que le Google... qu'est-ce que vous employez pour enregistrer les séances Google Meet? C'est directement téléversé dans YouTube? Non, c'est directement sur Classroom. Comme sur OK. Google Meet, ça dit « Record the session ». Oui. Bien, moi, j'aurais tendance, si le Google Meet, d'abord, il faudrait qu'il soit placé à l'intérieur du drive du cours. On déplace à l'intérieur du drive du cours. Oui. Et puis là, après ça, on met un lien. Parce que dans le fond, un enregistrement Google Meet, c'est un fichier vidéo. Donc, si on met le lien, l'élève pourrait y accéder et aller réécouter. Ah, OK. C'est ça. Inscrire Google Meet dans mon drive. Oui, moi, j'aurais tendance à prendre, parce que sinon, c'est une question de désorganisation. Oui, donc, si je fais un enregistrement vidéo, je vais le placer ensuite dans le drive de ma classe pour éviter cette désorganisation-là. OK, et ensuite, merci. bouton de droite, copier l'adresse du lien, puis je le placerai dans Classroom. OK, merci. Éric, j'ai une question. À propos oui. Les extensions de Chrome, où est-ce que je me rends? OK, pour les extensions. Oui, rapidement. Donc, on ouvre un nouvel onglet. OK. Et c'est Applications ici qu'on devrait voir. D'accord. Et c'est là que vous allez avoir le Web Store. OK. Rapidement, Monsieur Éric, j'ai une question. Oui. Quand je veux faire une invitation Google Hangout,
C'est où que je peux aller chercher la liste des élèves? Est-ce que je le crée dans l'agenda ou à chaque fois je le fais rentrer? Oui, ça, c'est plus une question Gmail, parce qu'à l'intérieur de Gmail, on peut créer une liste de contacts. Oh, d'accord. À l'intérieur de Gmail. Oui, parce que Gmail et Google Agenda sont comme liés entre eux. Donc, si on se crée une liste de classe avec les courriels de nos élèves, c'est vraiment comme ça que ça va faciliter le partage. Mais sinon, on pourrait aussi placer tout simplement un lien Google Meet à l'intérieur du flux. Il ne faut pas oublier que l'élève, lui aussi, va voir. Il y a plusieurs façons de faire. Maintenant, la plus simple, à mon avis, on essaye quelque chose vite, d'accord? OK. À mon avis, le plus simple serait d'aller dans Google Agenda par Classroom. Okay. Je vais dans Google Agenda. Okay. J'ai planifié ma rencontre à 10 heures le matin avec mes élèves. Okay. Je vais cliquer. Ou classe virtuelle. Appelons ça comme ça. OK. Classe virtuelle. Ça va. Autres options. C'est Trifon qui invite, d'accord? Je vais ajouter une visioconférence. OK. Hangout Meet. Ça va? Oui. L'heure d'arrivée, l'heure de fin, enregistrée. Et normalement, les élèves, parce que c'est dans l'agenda de classe, normalement, les élèves devraient être en mesure de le voir. L'élève s'en va dans Classroom, et devrait, en cliquant sur l'agenda de classe, le voir. Alors, vous n'êtes même pas obligé d'inviter les élèves. Oh, d'accord. C'est dans la salle de classe. Est-ce que je me trompe? Ceux qui le font, est-ce que je me trompe? C'est-tu comme ça que vous faites ou vous invitez, vous créez une salle directement dans Meet? Habituellement, je cliquais dans Agenda, mais ça m'oblige de rentrer les noms à chaque fois. C'est un peu long. Mais normalement, là, vos élèves, c'est dans l'agenda de la classe. Vos élèves devraient être en mesure de le voir. Excellent. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Moi, je le mets dans... je fais un lien avec Google Meet et je le mets comme étant un des devoirs. Parce que souvent, les jeunes sont là. Non, je n'utilise plus le flux d'ailleurs parce que je trouve parfois, ça dépend quel cours j'enseigne. Mais le flux, parfois, je l'enlève pour certains cours parce que je veux qu'il aille directement dans mes filières. Donc, je vais dans des filières spécifiques et là, je vais mettre Google Meet pour pratiquer la mathématique ou etc. C'est une question de méthode de travail. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Et je vois, Roch, que tu as marqué, je vais envoyer un document doc à chaque élève, mais qu'ils ajoutent des informations à chaque semaine. Par exemple, suivi des multiplications. Je n'aurai pas accès à leurs documents tant qu'ils ne... Non. Là, il faudrait à ce moment-là peut-être vous-même créer les documents, un par élève. Vous partagez directement à l'élève et vous faites le suivi. Donc, ça serait la meilleure, en tout cas la façon que je vois. Oui, Valérie? Oui, en fait, pour ne pas avoir à toujours rentrer chaque nom de chaque élève pour faire une rencontre Google Meet, on a juste à d'abord se faire une liste de contacts dans les contacts de la suite Google, puis après ça, on les rassemble dans un seul dossier, puis on tape le nom du dossier lorsqu'on veut faire la rencontre. Donc, tous les élèves de ce groupe-là vont être ajoutés automatiquement sans qu'on ait tapé toutes les adresses courriel de tout le monde. Oui, parce que les contacts sont liés à Gmail, qui sont liés à Agenda. Donc, c'est l'équivalent des bonnes vieilles listes de distribution qu'on avait avant. Voilà. Ben, un gros merci. Merci, Eric. Monsieur Eric? Oui, et je vais arrêter l'enregistrement juste avant. OK, j'ai une petite question.